L'Union européenne peut-elle survivre sans le gaz russe? Une actu est passée presque inaperçue, mais elle est très importante. 2 jours avant le début de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février, Poutine a eu un rendez-vous très évocateur. Les présidents russes et azerbaïdjanais se rencontreront à Moscou mardi. Quel rapport entre l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et le Turkménistan? Ça vient. Déjà, faut se pencher sur l'approvisionnement en gaz russe de l'UE. Plus de 40% du gaz naturel consommé en Union européenne provient de Russie. Et qu'importe la guerre en Ukraine, tout indique que le Kremlin veut maintenir ses exportations. Tant que l'UE restera le principal client du gaz russe, les fonds arriveront dans les caisses du Kremlin. Et malgré le discours de l'OTAN, le fait que certaines banques russes puissent encore opérer pour régler les exportations de gaz russe est preuve d'une certaine contradiction dans la volonté de l'Occident de s'en passer. Alors bon nombre d'entre nous pensent que l'on peut facilement se passer du gaz russe et en baissant le chauffage d'1 ou 2 degrés, ça devrait le faire. Mais ce gaz naturel est essentiel à l'organisation de notre société et de notre économie. L'industrie, l'agriculture, la production d'électricité en dépendent. L'UE peut-elle réellement se passer du gaz russe? Quelles sont les alternatives? Vendre son âme au diable. La politique énergétique allemande est en grande partie, responsable de la dépendance européenne vis-à-vis du gaz russe. L'Allemagne approuve les armes pour l'Ukraine dans un changement majeur d'aide militaire. Jusqu'à samedi, l'Allemagne s'était accrochée à une pratique de longue date consistant à ne pas autoriser le transfert d'armes létales qu'elle contrôlait dans une zone de conflit. Jusqu'à samedi, l'Allemagne s'était accrochée à une pratique de longue date consistant à ne pas autoriser les transferts d'armes létales qu'elle contrôlait dans une zone de conflit. Tout est une question de réel politique. L'Allemagne est le plus grand consommateur d'énergie en Europe. C'est normal, c'est la plus grande économie de l'Union européenne. Sauf que l'Allemagne ne veut plus du nucléaire depuis l'accident de Fukushima en 2011. Elle ne veut pas non plus du charbon ni du pétrole malgré les parts importantes que ces deux sources d'énergie représentent dans le mix énergétique allemand. Et les énergies vertes ne suffisent pas à répondre à la demande énergétique. Il n'existe actuellement aucun moyen de stocker de l'énergie produite proprement. On en est encore au stade expérimental concernant certaines techniques, mais nous sommes encore loin du déploiement à grande échelle. Du coup, ça nous laisse le gaz. L'Allemagne et le reste de l'Union européenne consomment plus de gaz que jamais. En 90, on produisait 40 000 gigawatts à partir de gaz. En 2020, on oscille autour de 94 000 gigawatts. En termes relatifs, le gaz représente une part plus faible du mix énergétique européen. Mais en valeur absolue, les Européens achètent de plus en plus de gaz, notamment à la Russie. Le gaz russe est bon marché et facile à acheminer. Il pollue moins que le charbon. Pratique car les volumes de livraison sont facilement adaptables à notre demande, surtout lors de hausses ponctuelles de nos besoins. Jusqu'à présent, on a pu assister à des manifestations pour la préservation de l'environnement ou contre l'énergie nucléaire, mais pas de mobilisation particulière contre le régime russe. Avant le conflit russo-ukrainien, personne ne se souciait des relations commerciales avec la Russie, surtout en Allemagne. Donc plutôt que de diversifier nos fournisseurs de gaz, l'Europe s'est enfoncée dans sa propre dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. C'est en tout cas le signal que l'on a envoyé en acceptant de mener à bien le pipeline Nord Stream 2 qui relie directement l'Allemagne à la Russie en contournant l'Ukraine. C'est d'ailleurs pas la seule tentative de la Russie d'isoler l'Ukraine. Moscou avait lancé le projet South Stream qui devait rallier l'Italie à la Russie en contournant l'Ukraine avant de l'abandonner au profit de la Turquie. Bon, qu'est-ce qui change en février 2022 ? Un prix lourd à payer. Déjà, la première conséquence de la guerre russo-ukrainienne est la paralysie de Nord Stream 2, une décision difficile mais courageuse de l'Allemagne. Du coup, les livraisons de gaz sont assurées via l'Ukraine. Jusqu'à quand et sous quelles conditions? Voilà ce qu'en pense Dmitry Medvedev, ex-premier ministre de Poutine, ex-président à la botte de Poutine et actuel vice-président du Conseil de sécurité de Russie. Le chancelier allemand Olaf Scholz a émis une ordonnance pour suspendre le processus de certification du gazoduc Nord Stream 2. Bienvenue dans un monde meilleur où les Européens régleront bientôt leur facture de gaz 2000 € pour 1000 mètres cubes. Dmitry Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de Russie. Alors comment réduire notre dépendance à la Russie et rapidement étant donné le contexte? Les États-Unis ont déjà envoyé 60 méthaniers transportant du gaz naturel liquéfié ou GNL. Le Qatar a déclaré qu'il pourrait vendre son gaz si la Russie coupe le robinet. Mais c'est insuffisant.
Déjà, les besoins européens en gaz naturel dépassent largement les capacités de production et d'exportation des États-Unis et du Qatar, qui doivent de toute façon respecter leurs engagements avec leurs clients antérieurs. Si du jour au lendemain, les grandes économies industrielles européennes devaient payer le gaz au prix asiatique, on ferait face à une crise économique majeure. Alors comment parer à cette éventualité? On se remet au nucléaire? Difficile du jour au lendemain, car la construction d'un réacteur nucléaire peut s'étaler sur une décennie. Sans parler des contraintes électorales, la principale préoccupation de la classe politique. Ou alors, on attend que le stockage de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables soit au niveau. Il aurait mieux valu investir massivement dans le secteur il y a quelques années. Alors quelles sont nos options? De nouveaux partenaires commerciaux. L'Europe n'a d'autre choix que de se tourner vers d'autres partenaires. Tant qu'à faire, on ne change pas de vieilles habitudes et on négocie avec d'autres dirigeants autoritaires. Voici Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est une dictature, ce qui suppose une importante corruption et des problèmes de voisinage avec les démocraties voisines. Les présidents russes et azerbaïdjanais se rencontreront à Moscou mardi. 2 jours avant l'invasion de l'Ukraine, Poutine et Aliyev ont fait une déclaration conjointe sur les forts liens unissant les deux pays et la nécessité d'une coopération militaire, politique et commerciale approfondie. Alors que vaut cette alliance? Déjà, Bakou est en concurrence directe avec Moscou sur les marchés des exportations de gaz. Mais ça s'arrête pas là. Le principal allié économique et militaire de l'Azerbaïdjan, c'est la Turquie, un pays non aligné, membre de l'OTAN depuis 1952 et surtout un rival historique de la Russie. L'Azerbaïdjan possède l'un des plus grands champs de gaz naturel au monde, Shah Deniz, dans la mer Caspienne. Du coup, l'Azerbaïdjan vend depuis 2020 du gaz naturel à l'Europe. Ici, vous pouvez observer le chemin emprunté par le gaz azerbaïdjanais de la mer Caspienne vers le sud de l'Italie. La construction de ce gazoduc transcaucasien a débuté en mai 2016 et s'est achevée en novembre 2020. À l'époque, le pipeline avait été sujet à de nombreuses controverses. L'Italie est l'un des terreaux les plus fertiles pour les opérations d'influence extérieure. On a encore en tête le soutien de Steve Bannon, l'ex-conseiller de Trump à la montée de l'extrême droite européenne depuis Rome. Ou encore l'adhésion de l'Italie aux nouvelles routes de la soie chinoise. Dernièrement donc, on peut prendre l'exemple des campagnes propagandistes russes encourageant l'opinion publique à s'opposer au projet de gazoduc transcaucasien, à tel point que la Russie a réussi à se mettre dans la poche le Movimento 5 Stelle, un parti politique populiste en perte de vitesse mais très en vogue à l'époque. L'Italie et l'Azerbaïdjan prévoient d'augmenter les livraisons de gaz du gazoduc transadriatique. Mais alors quel intérêt si c'est pour remplacer un état de dépendance par un autre? On en vient au titre de cette vidéo, un autre acteur souvent dans l'ombre mais qui pourrait permettre de rabattre les cartes. L'homme de l'ombre. Faites connaissance avec le Turkménistan et sa dynastie régnante, Gurbanguly et son fils, tout juste nommé à la tête du pays, Serdar Berdimuhamedov. Affectueusement surnommé Arkadag par ses compatriotes, le père est un personnage aux idées sympathiques au demeurant. Sous son règne, on a vu ériger une statue en bronze recouverte d'or 24 carats et atteignant les 21 mètres de haut. Une statue à son effigie, évidemment, glorieux et resplendissant. Et le comble, c'est qu'une deuxième statue est sortie de terre à la gloire de son chien. Mais la caricature ne s'arrête pas là. Arkadag compose également ses propres tubes de rap qu'il diffuse à la télé ou durant des concerts. Ça pourrait prêter à sourire, mais les conditions de vie de sa population et le respect des droits de l'homme y sont si secondaires qu'on a plutôt tendance à considérer le régime turkmène comme une mauvaise farce. Arkadag a donc fini par passer la main à son fils le 12 mars. Serdar, 40 ans, jusque-là vice-premier ministre chargé de l'économie, a remporté l'élection présidentielle avec seulement 73% des voix. Son père, Arkadag, ne faisait pas moins de 97% des voix aux élections auxquelles il se présentait. Bref, qu'importe qui du père ou du fils dirige le pays. Le Turkménistan possède la 4e réserve de gaz naturel au monde. Son principal client, son seul de premier plan en tout cas, c'est la Chine. Mais depuis plusieurs années, le Turkménistan et l'Inde tentent d'établir un pipeline entre les deux pays, le TAPI. Le TAPI, un acronyme pour le Turkménistan, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde. L'économie turkmène dépend d'un gazoduc traversant l'Afghanistan. L'Azerbaïdjan ne permet pas à lui seul de répondre aux besoins énergétiques de toute l'Europe. Mais le Turkménistan a suffisamment de gaz pour rivaliser avec la Russie. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais l'instabilité politique de l'Afghanistan n'est pas rassurante. Le Turkmène Arkadag et désormais son fils ont beau être à la tête d'un régime autoritaire, ils ont du gaz, ils souhaitent le vendre et nous, on a besoin d'en acheter. Du coup, il n'est pas étonnant que des accords comme celui-ci soient conclus. Un accord entre l'Azerbaïdjan et le Turkménistan ouvre la voie au gazoduc transcapien. Ce qui semble être auparavant un projet chimérique prend forme dans la réalité.
Il suffit de raccorder le réseau de gaz turkmène au gazoduc entre l'Azerbaïdjan et l'Italie. Tadam, magique, l'Europe sera dès lors branchée à la 4e plus grande provision de gaz naturel au monde. Et c'est pas le seul avantage. Alors que le Turkménistan et la Russie sont en concurrence directe, ils ne sont pas limitrophes, ce qui les met à l'abri du risque d'un affrontement direct. Et qu'en est-il du parc énergétique et industriel turkmène? C'est simple, il est en retard technologiquement et sous-développé. L'environnement juridique d'une dictature est quant à lui très arrangeant pour les investisseurs étrangers. Pas de normes de protection sociale ou de l'environnement à respecter, juste de très importantes rétrocommissions. Bien entendu, cela ne signifie pas que l'Europe cessera d'acheter du gaz à la Russie. Mais avec un peu de volonté politique, on devrait pouvoir rééquilibrer la balance. Faut pas oublier que le gaz n'est pas la seule matière première affectée par la guerre russo-ukrainienne. L'approvisionnement en platine ou en pétrole russe se fragilise et fait bondir les cours du marché par la même occasion. D'où le rapprochement récent des États-Unis avec le Venezuela pour discuter d'un allègement des sanctions décidé unilatéralement par Washington. L'exécution de 80 condamnés à mort par le régime saoudien est un signal fort de MBS à la communauté internationale. Si vous voulez continuer à vous fournir en pétrole chez nous, faites-nous grâce de vos leçons de morale. Et que dire de l'Iran qui profite de la confusion ambiante pour adoucir ses relations avec l'Occident de manière à écouler ses barils de Brent tout en pesant sur les négociations sur le nucléaire. Le gaz russe et plus largement l'accès aux ressources naturelles et aux métaux rares est un élément central des tractations entre l'Occident et les pays non alignés. La décision récente de Poutine de substituer le dollar par le rouble comme devise pour les règlements de factures de gaz pourrait rééquilibrer la situation en faveur de la Russie. On verra si la classe politique européenne aura le courage et la volonté de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire nos dépendances à la Russie, même si la hausse des factures de gaz dans nos foyers risque de leur coûter quelques points de popularité. Et vous alors, vous êtes toujours d'accord ou pas pour baisser le chauffage de 1 ou de 2 degrés chez vous? Dites-moi tout, prenez soin de vous et à la prochaine.